Bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 9 janvier et ma tête un peu échevelée de matin et moi, on vous dit bon début de nouvelle semaine livresque. Je commence un nouveau vlog maintenant parce que j'ai terminé l'autre hier sur une déception, mais c'est pas grave. Une déception livresque, mais c'est pas grave. Donc, je vous prends un peu rapidement là parce que c'est mon matin, la journée où je travaille après-midi soirée. Donc, j'ai terminé déjeuner, je vais aller courir, puis après ça, je vais aller au boulot. Mais en ce moment, j'ai aucune lecture audio. J'ai identifié quelques lectures potentielles, entre autres l'affaire de la rue Transnonain, que Flo Mousse m'a vraiment donné envie de découvrir. J'ai pu avoir accès en audio, mais je ne sais pas si j'ai envie de m'y plonger ou pas, j'ai pas encore décidé. Sinon, je m'étais dit un petit Yonner Orch, mais là, celui où je suis rendue, il n'y a pas de version audio, il y a une version numérique, mais ça voudrait dire lecture d'accompagnement, puis bon, ça me tente vraiment. Dans le sens où je travaille pour les 2 prochains jours, donc j'aurai moins de temps pour le lire en numérique. Puis sinon, ben, à moins que dans la prochaine demi-heure, je me trouve soudainement des idées de lecture. J'ai plein de choses que je peux lire, là. J'ai plein de choses même dans la pile à lire du Cold Winter Challenge qui a un peu stagné. Je l'ai bien avancé, mais elle a un peu stagné depuis une semaine, je pense. Donc, je pourrais faire ça. Mais évidemment, quand on peut faire ça, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Donc voilà, c'est le gros questionnement du matin. Je me compte chanceuse d'avoir juste ce genre de questionnement-là, surtout dans le contexte actuel du monde, n'est-ce pas? Alors voilà. Oh, excusez-moi, je viens de voir passer un lapin qui est parti à la course dans le terrain du voisin. Pour moi, il était en retard. Donc voilà. Alors écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire comme introduction de vlog. Bienvenue, allons-y à cette nouvelle semaine ensemble. Et puis, ben voilà, allez, on se lance le tout. Et bonjour vous autres. Alors, je vous reprends rapidement parce que je reviens de la course, post-douche, il faut que je parte au boulot, mais j'ai finalement décidé de être sage et piocher dans mes possibilités pour le Cold Winter Challenge, un livre que j'ai depuis un bon moment dans ma bibliothèque à lire, je pense, depuis qu'il est sorti en poche. Donc, je crois presque un an. Et c'est le tome 2 de la saga des Falks d'Aslak Nord, Les héritiers de l'Arctique. C'est publié ici chez 10-18. Je pense qu'au départ, ça sort chez Le Bruit du Monde, je crois, les premiers en grand format. Et c'est une zoologie, d'après ce que je comprends. Donc, comme c'est un tome 2, je regardais à l'arrière pour voir si je pouvais vous lire une partie de la quatrième, mais en lisant, je me suis rendu compte que je me suis divulgaché quelque chose. Mais je pense que je vais vous lire le premier et le dernier paragraphe, je pense que ça va donner un petit peu une idée. Les Falks sont l'une des familles les plus puissantes de Norvège. Après avoir fait fortune dans l'exploitation commerciale de bateaux, ils ont créé la fondation Saga, qui veille sur la bonne conservation des archives historiques de leur pays et leur offre une place stratégique sur l'échiquier géopolitique. Quand un colonel russe meurt empoisonné après avoir révélé qu'une taupe sévit au sein de la Fondation, l'incident diplomatique menace de faire exploser tous les sombres secrets de la famille. Pour info, dans le premier tome, il y avait eu... c'est un tome qui tourne autour de cette famille-là, bien entendu, et la matriarche de cette famille-là, qui avait 95 ans, se suicide en fait à l'âge de 95 ans, et on découvre qu'elle avait un manuscrit d'un livre, c'était une écrivaine, une artiste et tout ça, qu'elle avait écrit un manuscrit d'un livre qui relatait, il me semble que c'est un naufrage d'un bateau dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, et qui levait le voile sur une dimension de la famille Falk qui n'était pas vraiment mise de l'avant par la familière pour le moment. Et ces révélations-là, dans le fond, tranquillement se font au fur et à mesure d'une enquête de la petite fille de cette matriarche-là, qui s'appelle Alexandra ou Sacha, qui va fouiller un peu là-dedans pour en apprendre un peu plus, qui est pressentie, elle, pour remplacer son père à la tête de la Fondation Saga. Et puis, plus ça va, puis plus, on apprend que finalement, tout est un peu comme avec Aslak Nord, un peu toujours assez tortueux avec des ramifications qui sont un petit peu plus grandes que nature. Donc, j'en suis là-dedans. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Je l'écoute en livre audio. Je l'ai acquis finalement, parce que sinon, je sais que je ne me lancerai pas juste en livre papier. Et j'aime beaucoup. La narratrice audio est plutôt neutre. Donc, j'aime moins ça, parce que je suis plus habituée à un travail
de jeu plus sur la lecture de livres audio, mais c'est 2 approches tout à fait valides. C'est juste que celle-là me rejoint moins. Mais c'est quand même habituellement un rythme qui est assez enlevant, puis il y a beaucoup de péripéties, ce qui fait que je vais quand même sans doute accrocher. Là, j'ai commencé pendant que j'allais courir, alors ben voilà. C'était ma petite mise à jour express d'avant d'aller travailler. Alors, ben à tout bientôt! Et bonjour vous autres. Alors, petit coucou rapide en ce lundi 12 janvier. Et ben voilà, donc lundi, vous savez, c'est journée temps sauvage pour moi. J'ai pas tant de projets pour aujourd'hui, à part en profiter tranquillement à la maison, rattraper beaucoup de vlogs que j'ai qui sont sortis depuis des 2-3 jours, de booktubers que je suis. Ça, j'aime toujours ça, parce que comme ça, je peux prendre des petites suggestions de lecture. Et parlant de lecture, je suis toujours dans les héritiers de l'article d'Aslaknar. Ça va très bien. J'ai dépassé la moitié. C'est vraiment un roman. Je sais pas comment écrire, je sais pas comment décrire ça. C'est un roman, c'est une saga familiale sombre avec des pans historiques et beaucoup de stratégies de pouvoir et de géopolitique. Donc j'aime beaucoup ça, mais juste pour vous dire, c'est pas un roman policier. C'est prenant, mais je n'arriverais pas vraiment à déterminer c'est quoi le genre. Un roman du froid, peut-être, un roman de famille, mais pas dans le positif. Bref, j'aime ça, je continue ça. À date, je l'écoute en audio, je ne l'ai pas encore lu en papier, donc la moitié est toujours en audio. On va voir ce qui va se passer, mais je voulais juste passer une petite tête pour vous faire un petit coucou. Alors voilà, je me lance dans mon marathon de tranquillité et de vlog, et je vous reviens quand je peux. Quarantaine de pages à peu près, une vingtaine de planches même sur. J'ai dû lire un quart, je crois, peut-être même un peu moins. Hey, coucou vous autres! Alors, on est toujours le lundi 12 janvier. Et ça a été une journée finalement qui s'enlignait autrement, parce que mon copain est revenu à la maison parce qu'il est malade, pauvre petit loup. Malade comme on n'aime pas être malade, malade vert. Donc, ben voilà, j'ai décidé d'aller faire des petites courses pour essayer d'avoir des trucs sous la main qui pouvaient être aidants. Donc, quand je suis revenue, c'est encore tout blanc. Alors, je prends ça un peu mollo. Je viens de manger, il est rendu 3 h de l'après-midi. Et je vais m'installer pour continuer mon blitz de vlog. Et j'ai pas pu faire autrement que de m'arrêter. Je suis allée chercher des choses, puis c'était à côté d'une librairie. Donc, c'est un petit peu difficile de ne pas y aller. Et je me suis arrêtée pour aller chercher un petit truc pour remonter le moral à mon copain. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait des livres en vente à la caisse, genre liquidation d'inventaire, parce que clairement, c'était juste parce qu'ils ne voulaient plus les garder dans leur rayonnage, puis sans doute qu'ils ne pouvaient plus les retourner aux éditeurs. Donc, j'ai trouvé ceci qui est un peu étrange, que j'ai jamais vu passer finalement, qui n'est pas jeune. Ça s'appelle Le Roi de la Lune. Et c'est écrit par Bérangère Cournu et Donatien Mary pour les illustrations, je crois. Et c'est publié dans la collection 40-48. Je ne sais pas si c'est les éditions ou la collection, ça ne me dit absolument rien. Les éditions
Ah, OK. Donc, c'est les éditions 2024 et ça, c'est la collection 40-48. C'est paru en 2019. Et puis, à l'arrière, ça dit « Un soir, Anathilde rencontre le roi de la lune. C'est un drôle de bonhomme, colérique et autoritaire, et il a vraiment une très grosse tête. Il a aussi une extraordinaire collection de jouets, la plus formidable de tout l'univers. » Donc, à l'intérieur, c'est assez étrange. Il y a des compositions graphiques comme ça, puis il y a aussi des jeux sur la mise en page, les polices de caractère. Je vais vous en montrer une qui est un peu plus peut-être marquante. Ça a vraiment l'air comme saugrenu, mais je ne pouvais pas y résister. Je me suis dit, mais c'est un ovni. Attendez, j'en ai vu un qui était en rond tantôt, là. Puis évidemment, je le cherche, puis je le trouve pas. Je pense qu'on va vraiment être dans l'absurde. Je sens... Ah oui, comme ça ici. Voyez-vous? Donc, écoutez, c'est vraiment un essai. J'avais dit que je l'achetais pas pour acheter, mais là, c'était vraiment pas cher. Puis je me suis dit, ben, en même temps, ça me parle un peu quand même, ça, ce genre de saugrenu-là. Donc, voilà pour l'achat complètement impulsif de la journée. Sinon, c'est vrai, j'ai oublié de regarder où j'étais rendue. J'ai continué quand même la lecture audio des héritiers de l'Arctique. Et, je vais juste voir. Il me semble que j'étais rendue... Oui, je suis rendue ici. Donc, je suis rendue à la page 332. Donc, ça, c'est lu. 332 sur 500 quelque chose. 530 quelques. Donc, il me reste 200 pages. Encore toujours en livre audio. Toujours aussi stratégique. C'est drôle parce que c'est un univers qui est vraiment complexe. Puis je pense que quand... Dans le fond, il y a plein de stratégies, mais on est vraiment dans les coulisses du pouvoir, clairement. Puis du pouvoir domestique, disons, mais qui finalement est impliqué dans le pouvoir politique, dans les grandes dynasties, les grandes fortunes. Puis c'est quelque chose que je sais qui existe, que je sais qui joue un rôle, même si là c'est de la fiction, mais qui joue en fait un rôle dans la réalité. La preuve en est qu'on a un voisin du Sud qui c'est pas comme si c'était une dynastie, mais il est quand même président maintenant, puis malheureusement il fait ses règles. Donc on est un petit peu quand même là-dedans. Dans le sens où, ben, dans le fond, les choses semblent se décider entre nantis. Mais il y a quand même une partie qui est en lien avec l'histoire, avec les conflits qui peuvent opposer la Norvège aux autres. On a la Russie qui rentre en ligne de compte parce que bon, la Norvège, juste où est située géographiquement, ben, c'est un peu comme nous ici au Canada, on est comme... Il y a une partie qui est limitrophe, là. Donc c'est normal. Puis c'est vraiment la guerre de l'Arctique et ça me fait un petit peu... C'est un peu épeurant en ce moment parce que c'est paru... la version originale est parue, je pense, il y a 2 ans, 1 an et demi. La version originale est parue en Norvège en 2023, publiée en 2024 en français. Et le format poche, ça note un peu plus récemment. Donc, c'était quand même déjà quelque chose qui était une réalité pour les peuples qui habitent, par exemple, en Norvège, mais c'était pas autant sur l'échiquier mondial. Mais disons que là, avec tout ce qui se passe avec les États-Unis qui veulent annexer le Groenland, puis nous, ben, au Canada, on a quand même une partie du Canada qui se trouve, dans le fond, vraiment dans les hauteurs du Nord. On dirait que je me sens vraiment concernée. Puis là, ça me fait vraiment prendre conscience qu'on a encore, ben je le sais qu'on n'a pas le contrôle, mais je veux dire, ça me fait un petit peu m'inquiéter parce que ça me fait réaliser que c'est quand même toujours des grandes puissances qui vont décider de quelque chose qui est juste comme d'un côté de chez nous, puis tout ça à cause des ressources naturelles, puis c'est pas le livre le plus relaxant dans le contexte actuel. Puis j'aime mieux vous dire que c'est... Je vous parler de ce contenu-là parce que on pourrait penser que c'est une saga familiale, puis oui, il y a le côté vraiment secret de famille, puis... Mais le côté plus enquête était plus dans le premier tome. Dans le deuxième, là, c'est juste comme All Hell Break Loose. Donc, c'est comme... en anglais, on dit... Non, je ne le dirais pas. Une expression plus colorée. Mais dans le fond, le chaos total. Les relations entre les membres de la famille sont pas super. Il y a des grosses décisions qu'il faut qu'ils se prennent. Il y a des chicanes d'héritage. Tu sais, c'est qu'on est vraiment là-dedans. Puis on est dans des choses que, tu sais, je sais que ça peut être fondamentalement humain, mais c'est vraiment le côté le plus négatif de l'humain. Ça me déprime de voir que les choses peuvent se décider, puis ça va avoir des impacts, ça peut créer des conflits sur l'ensemble d'une population, alors que c'est juste des gens qui ne sont pas capables de se parler.
puis qui ont trop une soif de pouvoir. En tout cas, voilà. Donc, c'est toujours aussi bien écrit, juste, c'est pas léger. Premièrement, c'est complexe comme univers, surtout que je suis pas familière avec nécessairement ces genres de grandes luttes-là à l'interne là, de pouvoir et de finances et de géopolitique. Les géopolitiques, j'ai plus une facilité à bien intégrer, mais ça reste que c'est beaucoup de notions que j'ai pas parce que je suis moins au courant de la réalité historique et géopolitique de la Norvège. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il parle de quelque chose, je suis comme, oh mon Dieu, il faut que je m'en souvienne. Fait que j'ai l'impression de lire comme un roman de fantasy qui est vraiment comme de la high fantasy, mais c'est pas ça, dans le sens je parle au niveau de la complexité de l'univers, mais c'est juste parce que c'est tout des données que je connais pas. Après, l'écriture n'est pas rébarbative, je veux dire, c'est accessible. Il y a par contre quand même beaucoup de... Une importance assez importante. Une importance assez importante. Wow! Une importance assez grande qui est donnée à des descriptions de structure, d'investissement, de tout ce qui est politique. Donc, c'est sûr que si vous, ça vous fait décrocher, sachez que c'est un peu quand même ce principe-là qui est développé sur les deux tombes. Mais en tout cas, une chose aussi qui est dérangeante, c'est que l'auteur nous fait douter de tout le monde. Jusqu'à la fin, on ne sait pas trop. Ça dit à l'arrière qu'il y a une taupe potentiellement dans la grande société saga, qu'on comprend qu'il n'est absolument pas une société qui tend du bon côté du droit, disons. Puis tout au long, ben, on a quand même une certaine enquête qui est en parallèle de quelqu'un qui a déjà travaillé dans les services secrets, puis qui était comme essayer de s'insérer dans la famille, mais que finalement il était trahi par eux autres, puis finalement il revient. Puis là, on sait pas trop. Il revient, des fois, on dirait qu'il est pour aider la famille, puis d'autres fois, non. Je sais pas. Puis c'est pas, il est pas le seul. Fait qu'à chaque fois, on se dit, oh mon Dieu, puis là, il nous fait monter une tension, puis on se dit, ok, c'est sûr que c'est cette personne-là qui est la taupe. Puis là, il s'avère que c'est pas cette personne-là. Mais c'est pas clair quand elle dit que c'est pas cette personne-là. Fait que, bon, bref, ça pour dire que j'apprécie beaucoup. Juste, ça va pas super vite, mais ça va bien. De toute façon, je vous ai dit, 2026, vous allez avoir des vlogs avec des nombres de lectures qui vont varier. Peut-être ça se peut que ce soit une, des fois ça va être plus qu'une, mais ça va être comme ça. Ça va dépendre de à quelle vitesse j'ai envie de lire le livre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je me relance dans mes blitz et puis ben on se revoit dès que je peux. Transmis, elle a donné beaucoup de cours, elle a animé beaucoup d'ateliers. Et donc si vous écrivez vous-même, franchement, il faut absolument lire les textes où elle parle de ça. Elle parle notamment, enfin elle donne des directions et je trouve des préceptes assez clairs sur le fait de partir de sa propre expérience pour écrire. Et bonsoir aux autres. Alors, on est le mardi 13 janvier. Et ben voilà, on est le soir et je reviens du boulot, je viens de manger et je suis en linge mou. Et je vais ouvrir avec vous, et oui, un autre colis. Parce que c'est comme ça. Alors, préparez-vous pour les oreilles. Je vais ouvrir le tout. Et voilà. Alors, tout d'abord, j'ai commandé 2 livres qui sont, je ne sais pas si sont une après l'autre. Donc, 2 livres d'une illustratrice, une créatrice, une autrice illustratrice, dont je vous ai parlé dans, entre autres, mes livres marquants de l'année. Et c'est Maria-Jo Illustrayo ou Maria-Jo Illustrajo. Donc, c'est elle encore qui a fait d'autres opuscules. Premièrement, j'ai pris celui-ci qui s'intitule Lost. Je l'avais lu en français, je crois, ou feuilleté en français, ça s'appelait Perdu, bien entendu. Et il me semble que c'est l'histoire d'un ours polaire qui se retrouve un peu par inadvertance en ville. Je sais pas si j'ai... Qu'est-ce que ça dit? Un ours polaire se retrouve, et en effet, très loin de sa maison, au milieu un vraiment étrange endroit. Tout le monde est super occupé pour l'aider, et beaucoup trop occupé pour l'aider, jusqu'à ce qu'une petite fille lui montre en fait que il y a aussi de l'amour, de l'amitié et de l'aide qui peut être trouvée dans une très grande ville. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. On est encore dans les compositions graphiques super intéressantes. On a des bandes comme ça. On a aussi des illustrations comme celle du début. Je vais vous montrer. Celle où, en fait,
On voit ici, ça c'est le museau de l'ours polaire. Donc, je vais le relire. Je pensais que je l'avais lu. Je l'ai lu, mais je pense que je ne l'ai pas recensé dans mes lectures. Donc, c'est pas grave. Ça va me faire une lecture de plus. Et puis là, ça se peut que vous voyez, oui, c'est ça. Vous voyez les cartes qui viennent de se coucher sur les livres dans la boîte parce que, qu'est-ce que c'est son jouet préféré? Ce sont des boîtes. Alors, attention, je vais la déranger. C'est possible que ça crée une problématique. Le prochain, c'est I Hate Love Books. Donc, encore une fois, de la même illustratrice. Et ça dit, dans le fond, pendant les vacances, une petite fille, on lui a donné la plus énorme, déraisonnable et impossible tâche, lire un livre en entier. Il y a juste un seul problème, elle déteste les livres. Mais les déteste-t-elle? Donc, j'imagine que c'est un classique, donc on va regarder un petit peu ce que c'est. Ah, c'est chouette! On a un autre cavalier, je pense que c'est un en monochrome. Ben, ah non, ça devient... Ah, c'est ça. OK. Au départ, c'est comme ça parce que j'imagine qu'elle n'aime pas les livres. Et un peu plus loin, j'imagine que plus elle va apprendre à découvrir les livres et plus elle va se ramasser dans un univers qui est, je sais pas là, elle va osciller entre la réalité et la fiction, comme ça. Mais il y en a un que c'est un petit. Hein? Fait que ça a l'air vraiment cool. J'aime vraiment tout de cette autrice-là. Donc ça, je sais que je vais les avoir dans ma bibliothèque. Je les ai pas lus, mais je sais que je veux les lire. Après, ben, je me suis dit que j'allais continuer un peu ma collection de cette série de livres-là qui s'intitule Little People, Big Dreams. C'est écrit par Maria Isabel Sanchez Vegara et illustré dans ce cas-ci par Audrey D. C'est différents personnages connus qu'on va découvrir dans des histoires assez simplifiées. Les débuts de biographie, souvent quand ils commencent, on va les voir dès qu'ils sont tout petits. Et cette fois-ci, je suis allée avec Virginia Woolf. Donc voilà, bien hâte de voir ce qui va se passer. Par contre, je me rends compte que les illustrations à l'intérieur, peut-être un petit peu moins, peut-être un peu trop simplifiées pour moi. Mais j'aime vraiment beaucoup Virginia Woolf, donc j'aimerais en apprendre un peu plus sur son enfance. Et c'est ça que ça va me permettre. Donc j'aime vraiment beaucoup cela. Je garde toutes ces biographies-là parce que je trouve que c'est... Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est chez... En anglais, c'est chez Francis Lincoln. Et en français, ça a été repris par La Courte Échelle. Ils ne sont juste pas rendus à la même... à la traduction de tous les livres parce que je vais vous montrer. Mais on en est rendu... Ouais, quand même. On est rendu à 2 pages complètes de personnages qui sont racontés à partir de leur enfance. Voilà, donc ceci. Après, je suis allée à l'aveugle parce que j'avais trouvé la couverture belle, mais j'espère que... Puis l'histoire a l'air intéressante. Je ne sais pas par contre si les illustrations à l'intérieur... Oui, ça a l'air chouette. Wow. OK. Alors, c'est parti. Et c'est Hortense, donc Hortense and the Shadow. C'est créé par Natalia et Lorraine O'Hara, publié chez Little Brown. Et c'est un... On dit que c'est un conte au sujet de la lumière et de l'ombre. Donc, Hortense en a assez de son ombre. Peu importe où elle va, cette ombre-là la suit. Peu importe ce qu'elle fait, cette ombre-là le fait. Et puis, à chaque fois que la nuit tombe, ça grandit, ça devient grand et noir et crochu. Alors, Hortense décide que son ombre doit s'en aller. Donc, on va évidemment comprendre ça. Évidemment que j'imagine que c'est une analogie pour plein de choses. C'est super beau. C'est comme... Je pense que c'est un mélange de... On dirait que c'est comme encre de Chine et aquarelle. Je vais tous aller voir. Sinon, si vous bougez, c'est l'écart qui veut vraiment de l'attention. C'est beau, hein? Ouais, ça, c'est vraiment... C'est un essai, mais ça, je me suis dit, j'adore trop les illustrations. Et ça, c'est une exception, évidemment, sur les 5. Il y en a toujours un que c'est un qui ne respecte pas vraiment les règles que je m'étais données pour cette année. Donc, je vais donner la boîte à mon chat, il va pouvoir y aller. Et c'est un livre que je vous avais dit que, en fait, ça fait longtemps que je veux le lire, il était dans ma liste de livres souhaités. Et je m'étais dit, je vais l'emprunter à la bibliothèque, je vais le prendre en livre audio. Mais celui-là, j'ai comme acheté directement.
parce que ça me faisait trop rire. Donc, c'est Life Hacks for Little Alien. Donc, c'est d'Alice Franklin. Et qu'est-ce que ça dit? Donc, ça parle d'une petite fille et qui ne comprend pas vraiment comment les autres voient le monde. Dans le fond, à un moment donné, alors qu'elle écoute une émission de télé, ça va lui présenter le mystérieux Voynich Manuscript, un ancien tome qui a été écrit dans un langage indéchiffrable. Et cette petite fille-là, qui s'auto-appelle Little Alien, va alors, dans le fond, ressentir quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'espoir. Et elle se dit, est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnes comme elle, qui se sentent aussi comme elle et qui pourraient être comme d'une autre planète? Donc, voilà. Et elle est convaincue que ce manuscrit-là va contenir la réponse à toutes ces questions. Et dans le fond, elle et son meilleur et seul ami, Bobby, vont décider de trouver ce livre étrange-là. Donc, je trouvais que c'était trop intéressant pour passer outre puis attendre de suivre ma règle. Donc, voilà. Alors, c'était les réceptions livresques. Voilà. Et ben, je suis toujours dans ma lecture en cours. Donc, cette semaine, ça va lentement mais sûrement. C'est vraiment pas un livre que je peux lire vite. Je me souviens que quand j'avais lu le premier tome, il me semble que j'avais écouté un lecture d'accompagnement en partie, si ça avait peut-être pas aidé. Mais c'est toujours aussi dense. Là, je dirais qu'il me reste le dernier quart. Puis on vient d'embarquer dans l'ambiance que j'avais retrouvée dans le premier tome, c'est-à-dire une ambiance un peu d'enquête au sein d'une famille, une quête de vérité et tout ça. Dans les 3/4 de ce tome-là, c'était vraiment tout ce qui est le côté sombre des luttes de pouvoir au sein d'une dynastie familiale, d'une famille qui a du pouvoir et de l'argent. Puis je dois vous dire que jusqu'à maintenant, même si c'est des personnages que j'ai rencontrés dans le premier tome, j'ai un peu de misère à connecter avec ça parce que pour moi, ça s'avère des considérations qui, surtout en ces temps particuliers, donc des considérations qui ne sont pas faites pour, je sais pas, c'est des problèmes de riches, en gros. Sauf qu'il y a quand même un gros fond de politique, de sécurité intérieure, de stratégie, de secrets, de potentiellement d'autres trucs un peu plus encore crunchy. Et j'espère que je vais avoir la fameuse réponse à une question qui traîne qui traîne entre les lignes, non officiellement, qui traîne depuis le début du premier tome et qui n'a pas nécessairement rapport avec la famille principale, qui est les Falk, quoique. Donc, je ne sais pas si je vais avoir une réponse à ça, mais je sens que ça va arriver. Et là, je suis revenue dans l'enthousiasme que j'avais eu dans le premier tome, mais jusqu'à maintenant, c'est pas que je détestais ça, mais c'était laborieux un peu. On était vraiment... On dirait qu'on voulait... Ben, c'est correct qu'on nous fait ressentir ce que les personnages vont ressentir, mais c'est tellement des gens que plus on en apprend sur eux, puis plus on a de la misère à les respecter à la limite ou à avoir de l'empathie pour eux, que c'était quand même long, un 3/4 de livre pour ça. Donc, je vais vous tenir au courant de quand j'aurai terminé cette lecture-là. Puis, ben, je vais voir. Est-ce que je ferai une autre lecture cette semaine avec ces beaux petits albums-là? Ça donne vraiment envie. Je vais voir ce que je vais faire. Mais bon, voilà. Au moins, ce sera une semaine de réception livresque avec une grosse lecture au long cours en arrière-fond, au pire. Fait que, à tantôt. Et bonjour aux autres. Alors, on est le mercredi 14 janvier et c'est journée de télétravail pour moi. Donc, pause repas en ce moment. Et c'est mercredi Oudi, je vais l'appeler ça comme ça. Donc, c'est le mercredi de mon Oudi Book Club. Donc, du haut de ce Oudi, je vais vous parler de la lecture que j'ai enfin terminée. Puis quand je dis enfin, c'est parce que vraiment, j'avais un peu hâte que ça soit terminé. Donc, c'est-à-dire le fameux Les Héritiers de l'Arctique d'Aslak, excusez pour les reflets, d'Aslak Nord chez 10-18 ici, mais que moi, j'ai écouté en livre audio. Donc, qui était une version malheureusement exclusivité audible, donc il a fallu que je l'acquière du grand méchant A, mais bon, c'était la possibilité que j'avais. Et bon, j'en ai beaucoup parlé au fur et à mesure. Je pense pas qu'il y a eu de grands revirements de situation par rapport à ma perception du livre. En effet, comme je vous ai dit, pour moi, il y a eu pas un problème de rythme, mais le rythme en tant que tel du livre,
la répartition de ce qui était consacré à l'explication de chacun, du rôle de chacun dans la dynastie des Falk, l'espèce de chronique d'un déclin annoncé. On passe énormément de temps là-dessus. J'entrerai pas beaucoup de détails parce que ça demeure un livre qui mise sur le mystère, mise sur les faux semblants, sur les doubles jeux et tout. Donc, c'est sûr que je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais comme je vous disais, j'ai pas retrouvé l'esprit du premier tome, qui était vraiment plus un esprit d'enquête presque documentaire, parce que, dans le fond, Sacha Falk est une documentaliste. C'est quelqu'un qui avait quand même, en fait, peu importe le fait qu'elle faisait partie de la famille, puis que, suivant la mort de sa grand-mère, elle avait voulu en apprendre plus là-dessus, puis que plus ça allait, plus elle en découvrait. Elle avait quand même une approche qui était plutôt, pas scientifique, mais elle avait un intérêt qui était double quand même. Et c'était quand même assez... Le rythme était haletant. Ça a été un coup de cœur pour moi le premier tome. Je regardais ma notation, là, c'était un coup de cœur. Pour celui-là, j'ai hésité entre 3 étoiles et demi et 4. Je me suis décidée pour 4 sur 5 parce qu'il y a quand même beaucoup de bons points pour ce livre-là. C'est juste que la façon dont ça a été présenté pour moi, ça m'a fait vraiment décrocher. Ce deuxième tome-là, c'est plutôt un plongeon dans une histoire, comme je vous disais, guerre de pouvoir, guerre de dynastie, pouvoir sociopolitique, réalité géographique différente, espionnage, faux semblants, les richesses dirigent tout. Donc, a priori, tout ça, ça me plaît. Mais la façon dont ça a été présenté, c'est qu'on dirait que les personnages à qui j'avais tendance à m'attacher, entre guillemets, ou en tout cas, sans nécessairement être d'accord avec ce qu'ils faisaient, mais que j'avais moins l'impression qu'ils étaient larmoyant de désespoir devant ce qui arrivait à la famille Falk, parce que c'est quand même pas mal tous des personnages qui sont relativement liés à la famille Falk, directement ou indirectement. Ces personnages-là, finalement, c'est pas eux autres qu'on suit dans la première partie. On les suit, mais l'accent est pas vraiment mis sur eux. Fait que ça m'a pris tout mon petit change pour rester accrochée à cette histoire-là, qui était pas mauvaise, mais qui se transformait un peu comme en un essai historique. J'ai pas de problème avec ça, mais j'ai quand même besoin On dirait que ça oscillait entre est-ce que c'est un essai historique ou c'était vraiment juste un prétexte de fiction pour pouvoir le faire? Moi, je me disais, c'est soit que c'est une fiction ou c'est pas une fiction. J'adore quand il y a des recherches, quand c'est poussé, mais j'ai pas envie de sentir la recherche en arrière du texte. Je donne un exemple. Quand j'avais lu, ça demeure, il y a des envolées historiques, on n'a pas le choix. Je t'ai pas donné l'exemple de la trilogie du siècle de Ken Follett, puis c'est super épais, puis c'est des gros envolées, mais en même temps, il y a une alternance de point de vue, comme dans celui-là, a priori. Mais là, c'est peut-être juste parce que c'est une réalité que je connaissais moins. C'est sûr que dans la trilogie du siècle, par exemple, de Ken Follett, on est dans ce genre de truc-là. C'est les grandes familles puissantes, les stratégies sociopolitiques, les ententes cachées, tout ça. Mais on mettait un peu plus, disons, d'humain et de vie personnelle là-dedans. Puis on suivait quand même ces filons-là malgré tout, malgré le fait que le portrait était plus grand que juste centré sur les personnages, parce que c'était en fait la perception de différentes familles, de différentes classes à travers le monde, de la Seconde Guerre mondiale, de toutes les guerres, de quelques guerres dans le 20e siècle. Et à cause de ça, il fallait quand même qu'on comprenne un peu plus c'était quoi leur réalité. Dans le Aslak Nord, on essaie de développer des personnages. Puis il y a quand même un effort narratif de... Il y a en effet, on change de point de vue, il y a des retours dans le passé, il y a même des processus narratifs différents. Donc, à un moment donné, on va justement en apprendre plus grâce à des lettres qu'une personne de la famille Falk a écrit à un des personnages centraux de ce tome-là. Mais même si j'aime ça habituellement, c'est que ces lettres-là, c'était très évidemment une façon de faire comprendre aux lecteurs tout ce qui s'était passé. Puis c'était pas subtil, c'était très long, les extraits de lettres. Puis c'est correct, c'est sûr que ma curiosité de lectrice était contente d'en apprendre plus là-dessus. Mais c'est comme si on lisait en temps réel le document en même temps que le personnage qui avait ce document-là entre les mains. Puis je ne sais pas si c'était à ce point-là pertinent. À ce moment-là, ça faisait comme un peu tomber le rythme. C'était intéressant à cause de la matière, parce que ça nourrissait aussi le doute qui subsiste jusqu'à la fin dans ce livre-là. Mais voyez-vous, c'est ça. C'est comme si
a priori, les bases qui étaient proposées, les personnages qui ont été mis en place, même si c'était pas mes préférés, puis le côté un peu peut-être dynastie, c'était moi quelque chose de ma tasse de thé, mais le côté qui est comme stratégie sociopolitique et tout ça, puis secrets cachés qui peuvent être en lien avec certains impacts sur la société ou conflits, ou etc. Ça, moi, ça va toujours me chercher. Donc, a priori, dans le premier tome, j'étais comme vraiment emballée. Puis ça nous laissait sur un hanger, mais pas tant que ça. Fait qu'à la limite, je m'étais dit, ça pourrait être juste un tome, puis ça serait correct. Puis quand je suis arrivée dans celui-là, ben c'est comme la dégringolade, en fin de compte. Puis la seule partie qui est vraiment, entre guillemets, pour moi, pour laquelle j'ai eu un intérêt, c'était le dernier quart, parce qu'on se rapprochait vraiment de boucler des boucles, techniquement, du premier tome. Et encore là, quand je dis boucler des boucles, c'est plus donner quelques réponses, puis on boucle pas tant les boucles. Il y a un épilogue, mais c'est un épilogue avec vision ouverte. Donc, c'est comme si les prémices étaient là, la recherche est là, elle est faite. Les personnages, pourtant, sont créés de façon intéressante, mais peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait assez crédibles. Peut-être qu'on n'a pas assez de temps au lecteur pour s'y attacher, ou les détester, ou les aimer, ou peu importe. J'ai pas été émue. Pourtant, il y a des choses très dures ou très émouvantes qui vont se passer, mais j'ai pas été touchée par les personnages. Puis peut-être que c'est voulu, parce qu'on était dans une dynastie, mais pour moi, ce qui est intéressant, ça demeure le côté humain. Donc, dans le dernier quart, il y a eu plus de ça. Mais dans les 3 premières parties, pourtant, vous allez me dire, c'était une dégringolade, c'était un déclin. Donc, techniquement, il y avait évidemment plein de choses qui n'allaient pas bien. Mais c'est comme si on partait d'un état à la fin du premier tome où il y avait eu des catastrophes, il y avait eu des gens défaits, mais les gens n'étaient pas complètement démolis. Donc, on partait de ça. Puis là, soudainement, on arrive à un état où c'est la démolition totale, puis les gens passent de l'état de contrôle total à complètement désespéré, ce qui arrive dans la vie. Mais comme il n'y a pas de montée directe, ça fait juste... Dans la nature, on s'attache pas, on a comme un jugement négatif sur la pauvre personne, le pauvre personnage qui vit tout ça. Donc voilà, bref, ça n'a pas tant fonctionné. Mais voyez-vous, j'ai hésité, là. J'ai laissé le 4, peut-être que je vais remettre à 3,5. Je trouvais ça difficile de mettre 3,5 parce que, comme je vous dis, je trouve quand même que ça demeure la recherche qui a été faite. Puis quand j'ai lu finalement les remerciements de l'auteur, on voit vraiment que ça a été fait dans un but justement de rendre compte d'un certain pan de l'histoire de la Norvège. Donc dans cette optique-là, c'est sûr que dans ce cas-là, ça me fait me dire, ben oui, OK, il y a eu ce travail-là. Après, pour une fiction, pas trop certaine. Après, est-ce que ça aurait pu être un seul tome, puis on coupe dans le déclin, disons? Un seul gros tome? Je pense que oui. Pourtant, c'est des quand même bons tomes, mais c'est peut-être pour ça que ça a été divisé en 2. C'est comme si on avait laissé ça dans un high, puis on retombait dans l'espèce de mou, un peu comme ça arrive des fois dans le livre, dans un gros roman, quand on n'a pas encore retravaillé. Puis, ben, c'est sûr que pour un auteur qui avait une visée qui était plus historique, c'était intéressant. Puis moi, ça m'intéresse l'histoire, mais comme c'est pas une histoire avec laquelle je suis familière, j'étais plus perdue qu'autre chose. Puis comme je ne pouvais pas vraiment m'attacher ou je n'étais pas émue par les personnages, à un moment donné, j'avais pas grand-chose à quoi me rattacher. Donc, un petit peu mitigé, je dirais. Donc, est-ce que vous devriez lire? C'est un auteur qui est intéressant à découvrir. Je pense qu'a priori, le cimetière de la mer, c'est super intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de lire le 2e tome? Ben, si vous avez vraiment des gros questionnements par rapport à certains trucs qui n'ont pas été pris dans le premier tome, oui, mais je vous dirais presque qu'il faudrait que vous accrochiez pour que ça... C'est pas avant le dernier quart. Fait juste, si vous voulez absolument lire pour ça, accrochez-vous jusqu'au dernier quart. C'est pas très positif, mon affaire, finalement. Je pense que je vais le mettre à 3,5. Donc voilà, c'est ma lecture que j'ai terminée. Bon, on est mercredi, je vais aller courir tantôt après le boulot, j'ai pas de lecture en cours, mais bon, je sais pas si je vais en prendre une autre ou pas. J'imagine que oui, il y a comme encore assez de temps pour que j'en prenne une, mais il n'y a pas tant de temps que ça. Toujours là-dedans que j'arrive comme dilemme quand je termine une grosse lecture comme ça. Mais je suis quand même contente parce que c'est un livre de ma pièce à lire du Cold Winter Challenge, donc tant mieux. Aucune idée ce que je vais choisir pour la suite. Donc, ben, je vais vous revenir quand je vais pouvoir à ce sujet-là. Un achat, donc j'ai acheté et déjà lu Le salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis plus d'1 an et qui se passe à Noël, quelques jours avant Noël.
bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 16 janvier et je vous prends post-course avant le boulot, classique du vendredi, quoi, pour vous parler de la lecture que j'ai pas vraiment eu le temps de vous annoncer que j'allais faire et que j'ai terminé en livre audio. Et c'est nul autre que le classique que j'avais jamais encore lu, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Et je l'ai écouté en livre audio. Et que ce soit en livre audio ou en livre papier, je pense que si vous m'avez suivi, vous avez vu que j'ai découvert Ray Bradbury depuis peut-être 1 an, puis que j'adore sa plume, et ça s'est complètement vérifié avec ce nouvel opus. C'est un coup de cœur, vraiment, indubitablement. Puis j'arrivais là, comme peut-être beaucoup de monde, avec une espèce de perception un peu tronquée de qu'est-ce qu'était Fahrenheit 451, c'est-à-dire une histoire où on brûle des livres. Genre, c'est ce que j'avais retenu. Et c'est pas que c'est faux, mais c'est pas juste ça. Je vais juste voir si je peux vous donner quand même un petit résumé. Dans le fond, c'est l'histoire de Guy Montag, qui est un pompier. On est dans notre monde, mais dans un moment dans l'histoire où les livres font partie des choses qui sont des outils de dissension, de dérangement. Et la société est vraiment accro à tout ce qui est consommation de contenu pré-mâché, entre guillemets. Donc, les gens ont comme des écrans dans leur salon avec des émissions en continu. Il n'y a plus rien qui fait rien à personne. Il n'y a plus personne qui se pose de questions vraiment. Puis c'est comme ça que les choses sont. En même temps, dans la société, en plus du fait que les gens sont comme ça, il y a aussi une façon d'utiliser les pompiers qui est un peu différent. Puis le jeu de mots est un peu plus... pas le jeu de mots, mais disons que ça fait plus de sens en anglais parce qu'un pompier en anglais, c'est un fireman. En français, un pompier, c'est quelqu'un qui actionne une pompe, donc pour éteindre un feu. Mais un fireman en anglais, c'est un homme de feu. Et en fait, c'est que Guy Montag, c'est un pompier et dans cette époque-là, en fait, les pompiers servent à brûler les livres. Dans le fond, ils sont appelés quand les gens vont déclencher une alarme parce qu'ils ont vu chez quelqu'un des livres. Et là, dans le fond, les pompiers vont arriver et ils vont verser du kérosène sur les livres et ils vont les brûler. Et la personne potentiellement qui avait ces livres-là va être arrêtée. Donc, quand on arrive dans ce monde-là, c'est super sombre. On ne sait pas trop si c'est un décret gouvernemental ou pas, mais on sait que c'est comme si la société est rendue là. Guy Montag, il vit une vie un peu sans histoire. Il va là, il est habitué d'aller là à tous les soirs dans sa caserne, puis il vit avec sa femme qui s'appelle Mildred. Et il parle pas vraiment beaucoup à sa femme, parce que sa femme est toujours devant la télé, devant ces espèces d'écrans dans le salon. Et c'est pas quelqu'un, Guy Montag, qui se pose de questions non plus. Là. Il fait partie de un peu la moyenne des gens dans la société. Et un soir, il va revenir du travail et il va retrouver Mildred qui a avalé visiblement une bouteille de somnifère complète. Parce qu'en fait, ils prennent toujours les somnifères pour dormir. Et là, il va appeler les urgences. Et ceux qui vont venir, dans le fond, vont comme... C'est tellement quelque chose qui est courant que c'est même plus des médecins qui viennent. C'est comme des genres de techniciens qui vont comme un peu sucer le sang, pas sucer, mais faire sortir le sang de la personne, puis après ça, remettre du nouveau, puis vider l'estomac, puis hop, 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 allez, on reprend la vie. Et là, ça va déjà comme un peu fissurer l'espèce de routine de Guy Montag. En plus de la rencontre, pas loin de chez lui, d'une jeune fille qui s'appelle Clarisse et qui arrive là avec sa candeur et ses questions et son souhait ouvert ou son aveu ouvert qu'elle découvre les choses autour d'elle, qu'elle prend le temps de regarder la nature, qu'elle semble connaître un peu le principe des livres aussi. C'est comme si elle invite Guy à s'arrêter puis profiter des petites choses puis pas se laisser étourdir par qu'est-ce qui est autour. Donc, ça va rester comme ça. Puis, éventuellement, cette Clarisse-là va disparaître.
et ça va correspondre à un événement marquant dans la vie de pompier de Guy Montag. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand ils vont mettre feu au livre, il n'y a pas personne dans la maison, mais là, cette fois-là, quand ils vont être là, il va y avoir quelqu'un. Et quelqu'un qui va réagir d'une façon extrême à leur arrivée. Donc, voilà. Donc, c'est à partir de là, le monde de Guy Montag va se fissurer. Et ça va être le début d'un grand questionnement pour lui. Mais évidemment, une remise en question du monde dans lequel il vit, de comment ça se fait, lui, a accès à des livres. Clarisse va avoir semé en lui l'espèce de petite... je sais pas l'élan, il y a déjà cet élan-là, mais le fait de se dire, est-ce que je pourrais me laisser aller à juste... Comme à un moment donné, je pense qu'elle pose la question, genre, mais as-tu déjà lu les livres avant de les brûler? Puis il est comme juste... Pourtant, c'est pas quelqu'un qui est comme attiré, tu sais, il est bien dans l'espèce de routine, puis dans l'espèce de cadre, de logique que la société lui propose, mais donc, il va commencer à se poser des questions. Il va commencer à prendre des actions qui sont visiblement en dehors de qu'est-ce que la société attend de lui, puis de qu'est-ce que lui-même connaît de lui. Puis là, ça va débouler de plus en plus. Il va se poser de plus en plus de questions. Il va même se remettre en question par rapport à son métier. Évidemment, ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui va être apprécié de la part de son capitaine de pompiers. Il va devoir tranquillement se demander qui sont ses alliés et va éventuellement se retrouver devant une autre croisée des chemins où il va prendre des actions qui sont plus, disons, drastiques, puis qui vont plus le mener dans, disons, une autre partie de sa vie, puis qui ne pourra pas revenir en arrière. Donc, je ne sais pas trop si je vous le résume bien, mais bon, en gros, c'est ça. C'est porté par l'écriture de Ray Bradbury, qui est une écriture, j'en parlais à une de mes collègues hier, on pourrait s'attendre comme c'est habituellement de la science-fiction, pas comme c'est habituellement, c'est de la science-fiction que Ray Bradbury propose, à ce que ce soit une écriture carrée. Mais comme j'en avais déjà parlé, c'est pas une écriture carrée, c'est pas une écriture froide, c'est pas une écriture cartésienne tant que ça. Ça se passe dans un monde où, oui, il y a l'évolution de la science, oui, la société a évolué, mais c'est beaucoup des livres au sujet de l'humain, dans l'évolution de la technologie, dans l'évolution de la société. C'est pas nécessairement des pamphlets, mais il va vraiment beaucoup se pencher au cœur de l'humain, ce qui fait que c'est pas des romans qui sont exempts d'émotions. Puis c'est une plume qui est très arrondie, je dirais. C'est une plume ronde, dans le fond, pour des sujets carrés. Fait que c'est intéressant comme approche et c'est tellement bien écrit. Ça pourrait être quelque chose de dur, d'âpre, de cru, puis en même temps se l'est. Mais la façon dont c'est raconté, c'est plutôt, je dirais, sombre, prenant, émouvant, bouleversant. Donc, c'est différent un peu. On veut amener le lecteur à faire des réflexions puis prendre conscience de plein de choses, mais la technique de Ray Bradbury, c'est pas nécessairement de frapper dans l'âme du lecteur avec plein de violence ou d'attaques littéraires, de détails affreux et tout ça. Là, il y en a quand même, mais ça va toujours être plus la perception qu'en ont les personnages que la chose en tant que telle. Donc, je ne sais pas comment vous en parler à part, c'est un coup de cœur. Oui, bon, j'arrive 8 siècles après, là, mais je veux dire, Fahrenheit 451, il n'y a pas besoin de publicité, là, c'est connu de tout le monde. Puis pourquoi ça a été gros repris par exemple, des gens qui sont pour, justement, en fait, contre la censure et tout. Ce que je trouve intéressant, c'est que au bout du compte, oui, c'est un livre qui aborde en quelque part la censure, mais la censure en général, la censure sur les livres en général, sur les idées qui sortent des ornières en général. Mais en même temps, on pourrait penser que c'est quelque chose de complètement déprimant et sans espoir et sombre, puis qu'on se dit, mais mon Dieu, on est dans un monde où il n'y a absolument aucune issue, puis on ne va jamais s'en sortir. Mais c'est un livre qui m'a étrangement donné espoir. Puis si oui, un livre, c'est un appel à la résistance, mais c'est surtout un appel à la résilience, puis à la foi en l'humain étrangement, mais tout en connaissant les failles de l'humain. Voilà. Je ne sais pas quoi vous rajouter de plus, surtout avec Laika qui a décidé de s'inviter discrètement avec.
son grand fouet poilu. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Il faudrait que vous le lisiez. C'est vraiment impressionnant. Là, je ne l'ai pas lu en papier, je l'ai écouté au complet. Le narrateur de cette version-là, je vais vous remettre la vignette de cette version-là audio est excellent. C'est très, très bien narré. Vraiment, il va faire ressentir au lecteur les émotions, mais surtout le cheminement intérieur, l'espèce de quête de sens du personnage. C'est super bien rendu par le narrateur. Puis, il fait vraiment vibrer la plume de Ray Bradbury. Donc, cette espèce de rondeur-là dont je vous parle, c'est quelque chose qui est présent avec le narrateur audio. Donc, voilà. Coup de cœur, absolument. Donc, je vous le conseille sans hésiter. Et puis là, ben, dans le fond, je pourrais vous dire que c'est terminé, mais en même temps, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Premièrement, je suis allée faire la course, puis je suis revenue, puis je suis arrêtée dans un croque-livre et j'ai pris au passage un petit livre qui me faisait envie. Donc, c'est The Girl and the Ghost. The Girl and the Ghost de Anna Alkaf. Je vais y arriver. Et c'est publié chez HarperCollins Children's. Et c'est un livre, en fait, qui est l'histoire d'un fantôme qui s'appelle Pink, qui est un fantôme, mais qui devient comme un peu le meilleur ami d'une jeune fille qui est très seule, qui s'appelle Suraya. Et par contre, ce fantôme-là, ben, c'est pas un fantôme qui est totalement bon. C'est-à-dire que dès que Suraya va commencer à se faire des amis, éventuellement, il va devenir super jaloux. Et il va commencer à ben, dans le fond, sa jalousie va finalement à la fois prendre possession de lui-même, mais aussi de Suraya. Puis ils vont devoir essayer de retrouver un peu assez de positivité dans leur amitié pour faire en sorte que cette espèce de jalousie-là, puis cette ombre-là arrête en fait de l'éliminer. Donc, je trouve ça intéressant. Écoutez, je ne sais pas si je vais lire, mais je trouvais que c'est une belle idée de lecture, donc je vous la présente. Après, c'est possible que je poursuive en lecture audio avec l'autre que j'avais trouvé, qui était aussi dans l'appel à lire du Cold Winter Challenge, que j'avais trouvé en livre audio, qui est un livre audio super court. Donc, je dirais peut-être avec celui-là aussi, juste pour clore ma semaine. Et c'était le fameux, comme ça, Alice with a Y, Return to Wonderland de Anna James. C'est publié ici chez HarperCollins, je pense. Oui. Et dans le fond, j'en avais déjà parlé, en fait, là, c'est vraiment, on est en 1919 et c'est Alice, qui s'écrit avec un Y, qui habite avec sa grand-mère, qui est en fait la Alice originale de Alice in Wonderland. Et quand il va avoir une mystérieuse invitation à un tea party, ben dans le fond, c'est là que Alice, avec un Y, va réaliser qu'en fait, les étranges histoires que sa grand-mère lui raconte, dans le fond, le pays des merveilles, ben peut-être que finalement, elles ne sont pas si fausses que ça. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est sûr que c'est un livre que j'aimerais peut-être lire en papier parce que c'est pas très long, puis il y a des dessins. Mais là, je sais pas. Si je l'ai en audio puis je me sens portée par l'opportunité de l'écouter, je vais peut-être le faire puis le lire. Sinon, ben, c'est sûr que sur Netflix, l'adaptation en série télé de Seven Dials Mystery de Agatha Christie avec, entre autres, Helena Bonham Carter et Martin Freeman comme inspecteur Battle. Et ben ça, c'est ça. Je suis vraiment intriguée par cette adaptation-là. Puis j'ai déjà lu Seven Dials Mystery, mais je me suis dit que peut-être que ça vaudrait la peine que je relise Seven Dials Mystery. Je l'ai lu, je pense que j'ai regardé dans mes recensions, là, je l'ai lu il y a 4 ans. Puis j'aurais peut-être aimé ça, relire ce livre-là d'Agatha Christie avant d'écouter la série, juste pour voir qu'est-ce qu'ils en ont fait finalement. Parce que des fois, quand j'écoute la série, je suis tellement prise que je me rappelle plus vraiment à quel point c'est proche de l'histoire ou pas. Donc, ben, je l'ai aussi en livre audio, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelle lecture, mais si jamais c'est le cas, ben, je vous ferai signe. Sinon, ben, je reprendrai juste pour clore le vlog. Alors voilà, je vais devoir y aller, mais ben, on se dit à bientôt! Hey, bonjour vous autres. Alors, me voici en mode studio mobile dans ma pause repas. Ben finalement, j'ai complètement... ben c'était pas très long, mais j'ai eu le temps d'écouter la version audio de Alice with a Y, Return to Wonderland. C'est de Anna James, publié ici chez HarperCollins, et je l'écoutais en livre audio dans une version absolument adorable. Donc, vraiment contente de l'avoir découvert. Et c'est également un coup de cœur, 2 de suite. Incroyable! C'est vraiment... C'est tellement tendre. C'est une lecture douceur. C'est une lecture, je dirais... C'est pour les...
je sais pas si c'est du middle grade, c'est peut-être même un petit peu plus jeune que ça, mais c'est une relecture, une réécriture à la version un peu plus moderne de Alice au Pays des Merveilles, ou un hommage un peu à... je l'ai pas lu, moi, Through the Looking Glass, ou quand Alice retourne au Pays des Merveilles. Mais c'est comme un mélange assez efficace et tendre et doux de hommage à Lewis Carroll, reprise de personnages, mais aussi on insère autre chose un peu là-dedans. Et ben, comme je vous disais, on retrouve la fameuse Alice avec un Y. Puis c'est sûr que là, les jeux de mots sont plus drôles en anglais parce que Alice with a Y, W-H-Y, c'est pourquoi. Et évidemment, en anglais, la lettre Y, c'est Y. Donc, il y a vraiment beaucoup de jeux de mots comme ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce livre-là débute par un chapitre qui dit « Voici tout ce que vous avez à savoir avant de commencer le livre ». Et à la fin, avec un chapitre qui dit « Voici tout ce que vous avez à savoir pour terminer le livre ». Donc, c'est un petit peu des mises en contexte. Dans ce fameux premier chapitre-là, on va vous dire, bien, dans le fond, qui est Alice avec un Y. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'on dit juste, bien, si vous êtes vraiment confus par rapport à ça, bien, sachez que Alice, en fait, puis en anglais, c'est plus drôle, mais en tout cas, Alice est la petite fille d'Alice et Alice est la grand-mère d'Alice. Donc, c'est ça, vous voyez un petit peu l'humour qui est là. Et ça se situe en 1919, ça se situe après la Première Guerre mondiale, alors que la grand-mère d'Alice avec un Y, donc la fameuse Alice originale qui est allée au Pays des Merveilles, a transformé sa maison pour venir en aide aux soldats qui combattaient. Et bien là, en fait, la guerre est terminée, la maison a été démobilisée et malheureusement, le papa de la petite fille Alice, donc avec un Y, est décédé alors que c'était quelqu'un qui avait quand même une grande importance pour la petite Alice. Et ben dans le fond, la petite Alice et la grande Alice vont se retrouver dans la maison toutes seules parce que la maman d'Alice va devoir quitter temporairement avec son bébé tout neuf. Et ben là, dans le fond, les deux Alice vont se retrouver ensemble. Puis c'est comme si, depuis qu'il y a eu la mort du papa d'Alice, puis depuis la fin de la guerre, c'est comme si la grand-mère et la petite fille avaient comme un peu perdu la capacité de communiquer entre elles, peut-être même d'exprimer leurs sentiments et tout. Et c'est un peu à travers l'espèce de retour de la Alice avec un Y au Pays des Merveilles que les choses vont changer. Cette fois-ci, elle ne va pas tomber dans un trou de lapin. Elle va trouver une invitation qui s'adresse à peut-être A comme Alice. Et bien, quand elle va arriver, elle va tomber, en fait, elle va tomber dans une mare, mais qui va la faire tomber dans le fond de l'océan, mais qui va la faire flotter. C'est un peu compliqué, mais bref, c'est encore ce même principe-là. Et elle va se ramasser, en fait, évidemment, dans le fameux Tea Party avec le Mad Hatter, puis un peu comme dans l'esprit, je dirais, de le Alice numéro 2, l'adaptation en film qui avait été faite. Donc, elle arrive dans un pays des merveilles qui est dévasté. Il y a vraiment eu des gros combats et tout. Les gens sont complètement désorganisés. Et ben, dans le fond, on comprend qu'il y a une guerre en ce moment qui se joue entre le roi Soleil et la reine Lune. Et à chaque fois qu'ils sont pas contents, en fait, puis que quelqu'un gagne, en fait, entre eux deux, ben ça va être, par exemple, si c'est le Soleil qui gagne, ben le jour vient subitement s'imposer, peu importe l'heure qui est. Et inversement, si c'est la reine Lune. Et rapidement, la fameuse Alice, même si elle est considérée comme The Other Alice, comme dans le film aussi, donc pas la vraie, pas la bonne, The Wrong Alice, va finir par se rendre compte que ben c'est peut-être à elle que ça va revenir, l'espèce de mission d'essayer de raisonner la reine et le roi qui se chicanent. Et va s'en suivre une aventure un peu rocambolesque, évidemment. On va rencontrer des personnages qu'on aimait bien, Chat du Cheshire, La Chenille et tout ça, etc. Et des nouveaux personnages aussi qui sont un peu inventés et qu'on comprend qu'ils font un peu référence à la réalité, dont, entre autres, une analogie vers le fameux papa qui est parti vers les étoiles. C'est super doux, c'est tendre, c'est plein d'humour, ça s'adresse directement au lecteur par moment. Je pense que si on n'a pas lu Alice, ça donne quand même assez d'indices pour
comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Je parle pour un jeune. Sinon, ben, si on a lu Alice, on trouve ça intéressant aussi. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'aventure. Le côté saugrenu, ce qui était intéressant, c'est que la jeune Alice, la petite Alice, dans le fond, elle s'est fait raconter ces histoires-là par sa grand-mère, puis elle est comme, OK, fait que finalement, c'était peut-être pas des histoires. Et ça va finalement être potentiellement la clé de communication entre eux autres. Mais elle va pas non plus se modifier, c'est-à-dire qu'elle va demeurer la jeune Alice qui est très terre-à-terre, puis qui est juste comme, ben là, tu sais, parlez-vous, puis comment ça se fait que il y a des choses qu'elle va pas trop comprendre, puis qu'elle va quand même continuer à dire, ben, je suis pas trop sûre de comment ça fonctionne, mais fait que dans le fond, pour les autres, elle demande à Ron et Alice, mais en même temps, c'est celle qui a fini par faire basculer les choses parce qu'elle a rétabli une communication entre la reine et le roi. Puis bon, éventuellement, ça va un peu se transposer dans sa vie personnelle. J'ai adoré ça. J'aurais aimé le lire en papier parce que, comme je vous dis, c'est illustré. De toute façon, l'objet livre est super cool avec un jaspage. C'est des illustrations un petit peu trop propres, entre guillemets, pour moi. Là. Moi, je suis plus, tu sais, je suis de celle qui aime les illustrations d'Arthur Rackham dans la version originale d'Alice. Mais, tu sais, vous voyez un peu, là, c'est un des voyages qui va se faire dans l'histoire. Mais c'est une super belle édition. Donc, je pense pas que c'est traduit en français. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de jeux de mots. Puis je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui peut se traduire facilement. Aucune idée. Mais c'est pas un niveau de l'anglais qui est très élevé. Donc, si jamais vous voulez tester, pourquoi pas. C'est un super court livre audio, 2h46. C'est un livre très court. Là. Il a l'air plus gros, mais c'est parce qu'à la fin, il y a un super long extrait de sa nouvelle série qui s'appelle Chronicles of the Weather Wipe. C'est ça, je les ai aussi à la maison. Donc, juste pour vous montrer un peu, si je me souviens bien. Il y a aussi l'extrait, le début d'Alice, je pense. Ouais. Et ouais, ils nous mettent un extrait du Alice de Lewis Carroll quand elle tombe dans le rabbit hole. Puis avant ça, il y a un extrait de sa nouvelle série. Ce qui fait que le livre, dans le fond, original, il arrête comme là. On a quand même tout ça ici de matériel supplémentaire. Mais je suis super contente. C'est sûr que ce livre-là reste dans ma bibliothèque. Donc, ben voilà. Alors finalement, j'aurais lu 3 livres cette semaine. Je vais être passée du pire de l'humain au meilleur de l'humain en gradation. Donc voilà, c'était pas voulu, mais c'est ce qui est arrivé. Puis quand même 2 coups de cœur sur 3, c'est impressionnant. Donc ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit, si vous avez lu les livres que j'ai lus, si ça vous tente de les lire. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous en commentaire si jamais. Puis, ben, je vous souhaite des superbes lectures dans les prochaines journées, semaines à venir. Puis, on se dit à la prochaine!